Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver très nombreux ce midi pour un nouveau webinaire de CSE Matin qui est consacré aux négociations annuelles obligatoires, les NAO. On va voir ensemble comment les préparer de manière efficace et stratégique. Nous sommes ensemble une petite heure pour partager sur cet enjeu clé que constitue cette négociation. C'est une négociation que les élus donc doivent mener. Pour ce webinaire, j'aurai le plaisir de partager avec Xavier Duboc, directeur régional du bureau Apex ISAST Auvergne-Rhône-Alpes. Il vous donnera les meilleurs conseils pratiques pour mener ces négociations. Bonjour Xavier, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc en effet, Agnès a déjà dit pas mal. Apex ISAST, c'est un cabinet d'accompagnement des CSE, des instances de représentation du personnel et des organisations syndicales. On vous accompagne tout au long de l'année sur tout ce qui est financier, politique, social, économique, orientation stratégique, etc. Ce qui nous fait un interlocuteur appréciable dans le cadre des NAO. On sait que les NAO sont très importants tous les ans. En période d'inflation, c'est encore plus important. Je pense que le succès de ce webinaire, le nombre d'inscrits le prouve. Alors, dès le début, je vais fixer deux limites. La première, c'est qu'une heure, c'est très bien, mais évidemment qu'en une heure, on ne fera pas tout, puisque même en 4 heures, on ne pourrait pas tout faire. Ça va aussi dépendre de la situation de votre entreprise, de votre contexte. Donc après, il faut aller dans le détail, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Et puis le fait, j'en suis désolé, qu'il n'existe pas de solution miracle concernant les NAO. Si je les connaissais, que je les maîtrisais, je serais le gourou des NAO et vous paieriez très cher pour être aujourd'hui avec nous. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quelques recettes qui, si on ne les applique pas, vous donnez pas un maximum de chances de réussir. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, y compris parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'accès ce webinaire, non pas sur des données statistiques de l'INSEE depuis 1980, mais précisément passer rapidement le cadre légal, le cadre de l'inflation, puis insister sur tout ce qui est stratégie de négociation pour vous donner un maximum de chances d'atteindre vos objectifs. Voilà, et comme l'idée est de favoriser les interactions, comme tous les webinaires qu'on fait, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va essayer de toutes les traiter. On verra combien il y en aura. On les traitera au fil de l'eau et on conservera certainement une dizaine de minutes au terme de notre échange pour répondre à vos questions. Sachez également que ce webinaire sera disponible en replay sur CSE Matin, notre média. Et concernant notre sujet du jour, donc, on va définir ce que sont les négociations annuelles obligatoires, déjà dans un premier temps. Lors des NAO, les représentants du personnel essaient de parvenir à un accord permettant de fixer conjointement un cadre réglementaire dans l'entreprise. Les NAO donc, peuvent concerner la durée du temps de travail, la rémunération, la gestion des carrières, etc. Donc des sujets très importants, comme Xavier l'a dit, surtout dans un contexte d'inflation, de perte de pouvoir d'achat des salariés. Les NAO sont réglementés par le Code du travail et comme il s'agit de dispositions d'ordre public, l'employeur ne peut donc s'y soustraire. Nous allons le voir en détail un petit peu plus tard sur le cadre légal. Tout d'abord, Xavier, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les entreprises concernées par les NAO ? Exactement. Alors, dans la loi, il est bien inscrit que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les 4 ans une négo sur la rémunération, notamment tout ce qui est salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. Je pense que ça va être le cœur de nos débats aujourd'hui. Et une deuxième négociation sur l'égalité professionnelle. Si dans votre entreprise, il y a des délégués syndicaux, donc des organisations représentatives, et que vous n'avez pas signé d'accord sur l'organisation de ces négociations, dans ce cas-là, tous les ans, vous devez négocier sur ces deux thèmes-là, et c'est pour ça que la négociation est appelée annuelle obligatoire, même si à défaut d'accès, même si vous signez un accord, elle ne sera plus forcément annuelle. Donc tous les ans, a priori, pour toutes les entreprises, si vous avez des organisations syndicales représentatives avec des délégués syndicaux. Pour continuer sur le cadre légal, on parle de NAO, on l'a vu, c'est quoi les thèmes obligatoires? Soit vous signez des accords, et comme désormais dans beaucoup de sujets dans la loi, vous pourrez traiter d'un tas de choses. À défaut d'accord, les thèmes minimums sont 1. Les salaires effectifs,
2, le suivi de la mise en œuvre des mesures sur tout ce qui est la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. De toute façon, il y a toujours la loi à travail égal, salaire égal. 3, la durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps de travail. Et enfin, l'intéressement et la participation et l'épargne salariale, s'il n'y a pas d'accord en vigueur sur ces sujets. Alors, il faut savoir que globalement, le point 2, tout ce qui est écart entre femmes et hommes, fait l'objet d'autres discussions, d'autres négociations. Le point 3, en général, fait l'objet d'accords temps de travail. Et le point 4, très souvent, vous avez des accords de mise en place de l'intéressement et de la participation, ainsi que l'épargne salariale. C'est pour ça qu'on va principalement aujourd'hui discuter des salaires effectifs. Et je pense que c'est ce qui intéresse au plus haut point vous, les délégués syndicaux, les CSE, mais aussi les salariés. Alors, pour continuer à défricher rapidement le cadre légal, un point important, c'est que depuis 2018, les accords que vous signez dans vos entreprises peuvent être moins disants que les accords de branche sur certains thèmes, notamment, on le voit ici, temps de travail, les primes d'ancienneté, vacances exceptionnelles, etc., des indemnisations des absences maladie, les indemnités de licenciement, les indemnités de départ à la retraite. Donc, s'il n'y a pas d'accord, votre convention de branche vaut. Attention, si vous signez un accord, notamment dans le cadre des NAO, ces accords peuvent être moins favorables que vos accords de branche, et ça, désormais, depuis 2018, c'est accepté dans la loi. Donc, à vous de bien faire le lien avec vos accords de branche pour être sûr de ne pas signer en dessous. Pour rappel, avant 2018, si vous signez en dessous, ça ne valait pas puisque vous étiez trompé. Aujourd'hui, ça vaut. Donc, bien connaître vos accords de branche sur ces points-là. Alors, sur tout ce qui est légal, on va voir les règles à respecter et on parle souvent de sérieux et de loyauté qui est inscrit dans le cadre légal. On va voir ce que ça veut dire. Rapidement, en résumé de cette page illisible, tout en haut, l'employeur, tant que les négos ne sont pas terminés, ne peut pas prendre de décision unilatérale. Alors, sauf s'il y a des urgences qui le nécessitent. On a déjà vu le cas, on discute les NAO, et puis en plein milieu des NAO, sur les fiches de paie, il y a des augmentations générales qui arrivent. Ça rompt le principe de sérieux et de loyauté. De même, négociation dit que soit il y a un accord, et dans ce cas-là, il y a un engagement réciproque, et l'employeur dit qu'il va faire ça. S'il n'y a pas d'accord, il y a un procès-verbal qui est établi, et dans ce procès-verbal doivent être consignés en leur dernier état les propositions des différentes parties. Donc, un côté l'employeur, des organisations syndicales. Le texte en bas, je le prends juste en plein milieu. La loi, et c'est bien un article de loi, dit que l'engagement de sérieux et de loyauté des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'il ait fixé le lieu et le calendrier des réunions, et qu'enfin, et ça c'est hyper important, il doit vous avoir communiqué toutes les infos nécessaires pour vous permettre de négocier en toute connaissance de cause. Et dernier point, il doit répondre de manière motivée à vos propositions. Si vous proposez quelque chose, l'employeur ne dit pas juste je le ferai pas, je suis pas d'accord. Il doit dire je ne peux pas le faire parce que le budget alloué est trop limité, je ne le fais pas parce que légalement ça ne tient pas la route. Donc les réponses de l'employeur à vos revendications doivent être argumentées. Et enfin, les négos séparés avec certaines OS et pas toutes les organisations syndicales représentatives sont interdites par la loi. Le point suivant, comment se concrétise encore plus précisément l'obligation de sérieux et de loyauté? Alors, c'est valable pour les NAO. Retenez bien que c'est valable pour toutes les négociations que vous menez. 1. Il faut que la communication par l'employeur des informations nécessaires à une négociation en toute connaissance de cause ait bien été faite. N'hésitez pas, on le verra plus tard, à demander un tas d'informations, y compris sur les primes individuelles, tout ce qui est versement d'actions à titre gratuit à certains hauts cadres, etc. Ça compose la rémunération, c'est le moment de demander un tas d'informations, sinon vous ne pourrez pas négocier. Et si vous ne pouvez pas négocier et que la négociation n'a pas eu lieu, l'employeur est en tort et il peut y avoir des sanctions. Par contre, la loi impose juste qu'il y ait négociation. Ensuite, oui. Pardon. Nathalie demande quels sont les documents que l'employeur doit transmettre aux délégués syndicaux?
Alors, très bonne question, Nathalie. On le verra tout à l'heure, justement. Dans tout ce qui est mené des négociations, il y a une page ou deux là-dessus, en sachant qu'il y a des textes de loi. Il y a la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales. Il y a les éléments que vous pouvez avoir à travers votre expert sur les missions de la politique sociale. Il y a des éléments qui vous sont remis dans le cadre des NAO, mais néanmoins, n'hésitez pas à demander toute autre information qui, selon vous, vous paraît nécessaire pour traiter de cette négociation. Mais on y reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ensuite, il faut qu'il y ait au moins une réunion préparatoire. La réunion préparatoire, on confronte les demandes des négociateurs en termes d'information. Et juste en termes d'information, au cours de cette réunion, qu'on appelle parfois réunion zéro, vous n'avez absolument aucune obligation de mettre sur la table vos revendications. La réunion préparatoire, c'est voilà les infos dont on a besoin pour mener la négo. Et deuxièmement, on pose le calendrier des négociations et éventuellement les lieux des négociations. Dans votre bureau, dans le local des organisations syndicales, à distance, en présentiel, etc. Après, il faut autant de réunions de négociation que nécessaire, et donc la loi dit que c'est un minimum de réunions. Une réunion où on pose les revendications et on commence à discuter, et une deuxième réunion où on va clôturer avec un accord ou un PV de désaccord. Mais là encore, s'il y a besoin de 3, 4, 5, 6 réunions, il faut pouvoir le demander à l'employeur. On l'a vu précédemment, le sérieux, la loyauté veut que l'employeur doit motiver toutes ses réponses à vos propositions. L'intérêt, c'est que ça en fait aussi un sujet de communication auprès des salariés tout au long des négociations et à la fin des négociations pour que vous puissiez justifier que vous avez fait les bonnes demandes et que c'est l'employeur qui ne répond pas aux demandes des organisations syndicales. Et enfin, un acte de clôture à la fin des négos. Donc, soit il y a un accord, soit il y a un procès verbal de clôture qui va venir acter le désaccord. Et dans ce cas-là, il y a une décision unilatérale de l'employeur qui viendra et là, il fera bien ce qu'il veut. Et nous avons une question de Valérie qui demande quand il y a un accord de méthode non signé par la CFDT mais par les autres organisations syndicales et que la direction demande d'envoyer les NAO, notre direction répond par mail 15 jours après, suivi de 2 réunions, comment faire nos NAO. Alors, si j'ai bien compris, alors un accord de méthode, s'il est signé par des organisations représentatives à plus de 50%, donc il s'applique. Mais néanmoins, toutes les organisations qui sont parties à la NAO, qu'elles aient signé ou pas l'accord de méthode, doivent être intégrées à égalité. Est-ce que c'était le sens de la question ? Je pense que oui, mais Valérie nous dira. On en revient au fait qu'on ne peut pas exclure des négociations une organisation syndicale représentative, quelle qu'elle soit. Et que l'accord de méthode signé par X, Y et pas par Z, ça, c'est pas la question. Tout comme quand vous signez un accord temps de travail qui n'est pas signé par la CFDT, l'accord de travail va quand même couvrir l'ensemble des salariés. Oui. Alors, les liens entre les organisations syndicales et le comité social et économique, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a pas mal de délégués syndicaux, c'est eux qui vont négocier, mais il y en a qui peuvent avoir la double casquette, et puis il peut y avoir parmi vous aussi des représentants du CSE qui sont intéressés pour savoir comment se passe tout ça. Alors très clairement, le CSE, tout au long de l'année, reçoit un tas d'informations à travers la base de données économiques et sociales et environnementales, mais aussi à travers vos 3 informations de consultation obligatoires. Il y a tout ce qui est politique sociale, sur lesquelles vous pouvez faire des études de rémunération, vous allez connaître l'effectif, les départs, le turnover, les licenciements, les recrutements, etc. Ça, c'est important dans le cadre des NAO, parce que si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui partent et il y a peu de personnes qui arrivent dans l'entreprise, peut-être que votre politique salariale manque d'attractivité. Et si votre employeur, comme ça devient de plus en plus le cas aujourd'hui, dit « Ah là là, on n'arrive pas à recruter les bons profils », eh ben la politique salariale peut être un élément important. Donc, la consultation sur la politique sociale vous permet de récupérer de l'information. La deuxième, l'information consultation sur les orientations stratégiques de l'employeur. Même chose, si vous dites dans 4 ans, je vais être le premier sur le marché, je vais être le plus offensif, je vais gagner des parts de marché, etc., ça peut être des billes pour vous dans le cadre des négos parce qu'il faut des moyens pour atteindre ces résultats-là. Et enfin, aussi hyper important, vous avez la consultation sur la situation économique et financière. On va le voir, et on l'a vu déjà dans la définition de la loi, les NAO, c'est aussi le partage des richesses créées par l'entreprise. Le niveau 1, c'est de connaître c'est quoi les richesses créées par l'entreprise il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui. Et en gros, combien va à l'actionnaire, combien va à l'État et combien revient aux salariés. Et tout ça, il faut bien le connaître pour pouvoir négocier.
Une fois de plus, sur Internet, vous trouverez tous les chiffres globaux qui prouvent que depuis 15-20 ans, la redistribution, c'est de plus en plus en faveur des actionnaires et de moins en moins en faveur des salariés. Ce que je dis là, c'est pas du tout syndical ou revendicatif, c'est une réalité objective. Donc tout ça, vous l'avez sur Internet. Après, ce qu'il faut, c'est vous, à votre niveau, au niveau de votre entreprise, de votre structure, être capable d'avoir ces chiffres-là. Depuis 10 ans, sur 100 de valeur ajoutée, avant, il y en avait 50 en masse salariale. Désormais, il n'y en a plus que 30 parce qu'on reverse beaucoup plus aux employeurs, aux actionnaires, etc. Et quand on parle de calendrier, il faut aussi savoir quand se passent vos NAO. Moi, je vois souvent des NAO sur le premier trimestre de l'année, par exemple en mars, alors qu'on sait très bien que les budgets ont été validés par votre actionnaire et votre employeur en novembre de l'année précédente. Ça peut poser la question des marges de manœuvre en NAO. Possiblement, et nous on l'a déjà vu, en novembre, l'actionnaire dit bah, les NAO, ce sera 2% cette année, et vous, vous pointez en NAO. Est-ce qu'on peut parler de négociations réelles et sérieuses quand dans tous les cas, avant même le début des NAO, on connaît le résultat final? Donc voilà, le calage des NAO est aussi important. Et sur la date, c'est aussi par accord où vous pouvez tenter de négocier avec votre employeur pour décaler la date des NAO. Et concernant, pardon. Vas-y Agnès. Concernant les NAO considérés comme loyales, Jérôme demande quand le représentant arrive à la négo avec une enveloppe, c'est-à-dire un montant max à dépenser, est-ce que les NAO sont considérés comme loyales? La question peut se poser. Alors, c'est toujours la même chose. Si vous êtes employé et que vous la jouez finement, faut pas trop avouer son enveloppe dès le début. Après, si vous êtes représentant du personnel délégué syndicaux et que vous la jouez finement, le but, c'est de connaître l'enveloppe dès le début. Le fait qu'il y ait une enveloppe attribuée a priori n'est pas déloyal. Après, c'est à vous d'essayer de taper au maximum de cette enveloppe et puis de savoir si théoriquement l'employeur a la capacité, si vous le justifiez, de dépasser cette enveloppe. Et donc, dans tout ce travail-là, le rôle de l'expert comptable est important parce que votre expert à vous va vous fournir des billes sur les rémunérations, sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, etc. On va passer au gros point pour nous de ce webinaire, c'est en effet comment mettre en place une stratégie de négociation efficace. Et c'est une technique qu'il faut mettre en place et qu'il faut bien suivre. Alors, tout d'abord, dans la conduite des négos, il est important de définir des objectifs que l'on veut atteindre et de les quantifier. Donc, clairement, pour telle catégorie de personnel, je veux une enveloppe de tant d'euros, de tant de pourcentage, etc., à telle date, avec des niveaux hauts, des niveaux bas et des niveaux impératifs. Le niveau haut, en gros, en général, c'est là que part la négociation, c'est de là qu'elle va débuter. Nous, on veut 7% pour tous les salariés. Le niveau bas, c'est que jusqu'à 5%, on est à peu près content et c'est acceptable. Le niveau impératif, c'est de se dire, en dessous de 4,5, on sort de la négociation. Ça, quelle que soit la négociation, c'est toujours important de se fixer le niveau auquel on sortira de la négociation. Parce que autant l'employeur n'est pas obligé de signer l'accord, mais vous, c'est la même chose pour vous, vous n'êtes pas obligé de signer l'accord. Et là, c'est quand même un point important, c'est que l'inflation 2022-2023 est autour de 5%. Si vous n'obtenez pas 5%, ça veut dire que vous allez avoir une baisse de pouvoir d'achat des salariés. Très clairement, en 2018, en gros, il y avait zéro d'inflation. Vous avez demandé 1, 2, 3% d'augmentation générale pour favoriser le pouvoir d'achat des salariés. À aucun moment, vous n'auriez accepté de demander ou de signer une NAO qui dirait, avec 0% d'inflation, nous, on demande moins 1% ou moins 2% sur les salaires. Sachez bien qu'avec 5% d'inflation, si vous demandez ou vous acceptez moins de 5% de NAO, ça veut dire que vous validez une baisse des salaires. Donc c'est là, dans un contexte d'inflation très forte, que le niveau impératif en dessous duquel on ne signe pas est très important et il faut que vous le connaissiez. Moi, j'aurais tendance à dire, mais c'est facile parce que c'est pas moi qui négocie avec votre employeur, c'est qu'en dessous de l'inflation, il est juste pas possible de signer. Si vous signez en dessous de l'inflation, vous signez une baisse du pouvoir d'achat des salariés. Alors, on le sait très bien, quand il y avait 0% d'inflation, obtenir 2
d'augmentation générale n'était pas facile, mais on pouvait l'avoir. Aujourd'hui, avec 5% d'inflation, obtenir 7%, on va pas se mentir, c'est très complexe. C'est pour ça qu'il va être important de se structurer et de mettre en place un rapport de force nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs. On va le voir dans le détail après, mais dans ce rapport de force, un des éléments les plus importants, c'est que vous représentez les salariés. C'est le cœur de vos mandats. Et dans ce cadre-là, le contact permanent avec les salariés est hyper important, que ce soit avant, pendant ou après les négociations. L'idée, c'est de venir devant votre employeur et non pas de dire le syndicat Schmurt ou Y veut ça, c'est de dire nous, on est là que pour représenter les salariés. On leur a demandé, pour eux, ce qui est de capital, c'est qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est leur point de vue. Donc nous, par rapport à ça, et on va le voir derrière, on va construire des revendications et une négociation, mais sachez bien que si le pouvoir d'achat des salariés n'est pas préservé, vous ne répondrez pas à leurs demandes. Donc vous aurez échoué à répondre à la demande des salariés. Parce que moi, je vois des employeurs répondre non à la CGT, à la CFDT, à Force ouvrière. Ça leur pose pas trop de problèmes. Répondons à l'ensemble des salariés et afficher à l'ensemble des salariés, je vais faire en sorte que votre pouvoir d'achat baisse en 2023 et en 2024. Ça peut être plus complexe à affirmer de la part de l'employeur. Tout ça, au-delà des moyens qu'on va voir, ça nécessite du temps. Grosso modo, la règle, c'est de dire que pour 1 heure de négociation, il faut avant 2 heures de préparation et une demi-heure de contact avec les salariés. Alors, c'est à la louche, c'est des indicateurs généraux, mais c'est pour vous dire si vous avez passé en tout 10 heures de négociation et que vous avez eu qu'1 heure de préparation, il se peut qu'il y ait un décalage. Et si entre-temps, vous avez discuté qu'une demi-heure avec les salariés, il se peut que la répartition de votre temps soit un peu déséquilibrée. Nous avons une question sur les documents. Si l'employeur ne remet pas les documents demandés ou les documents ne sont pas complets, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je réponds toujours la même chose avec ça. Si votre voisin vous vole votre voiture et que vous ne dites rien, il n'y a personne qui va venir vous embêter. Le juge va pas se pointer, la police va pas se pointer. Donc, il y a un moment, si votre voisin, il va d'abord essayer de négocier, c'est ma voiture, faut me la rendre. Il va dire attention, je pourrais aller voir les gendarmes, regarde, j'ai porté plainte, mais il y a un moment, il faut que ça aille devant le juge. Donc, l'idée, c'est de négocier, mais rapidement, parce qu'on est contraint par le temps, et que s'il ne souhaite pas donner les informations, ça peut passer par l'inspection du travail qui peut faire un rappel à la loi et une injonction à votre employeur. Et au bout du bout, c'est le juge qui décidera si oui ou non ces documents sont nécessaires pour mener la négociation. Parce que qu'est-ce qui se passe si les documents que vous demandez sont cohérents et on l'a vu correspondent bien au fait de pouvoir mener des négociations éclairées et qu'on ne vous les remet pas ou qu'ils sont incomplets, le juge dira la négo n'existe pas. Il n'y a pas de négo, elle n'est pas loyale, elle n'est pas sérieuse puisque vous n'avez pas les billes pour négocier. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de négo, attention, il peut y avoir des sanctions pour l'employeur en termes de réduction de charges, etc. Il peut se faire sucrer tout ou partie de ces réductions de charges, ce qui est quand même colossal dans l'entreprise aujourd'hui. Donc oui, s'il n'accepte pas, si la phase de négo ne marche pas, malheureusement, on peut être amené à aller devant le juge qui, lui, tranchera. Et si vraiment vous demandez des éléments importants, le juge dira à l'employeur, vous les donnez, et tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de négo, et tant qu'il n'y a pas de négo, vous êtes en tort. Nous avons une question de Michel aussi concernant l'organisation des NAO, qui demande si la réunion peut être scindée en deux, une pour les employés où un syndicat catégoriel n'est pas invité, puis la partie pour les cadres où toutes les OS sont présentes. Alors, en effet, il y a toujours la question des syndicats catégoriels. La négociation pour les cadres peut être faite à part, mais il faut que dans toutes les négociations, il y ait tout le monde, puisque la CFE, qui est le plus gros syndicat catégoriel, théoriquement ne peut signer que pour les cadres, mais vous, les non-CFE et non-cadres, vous pouvez signer pour tout le monde. Donc, on doit convier tout le monde. Après, il faut savoir que on va en venir à l'enveloppe individuelle et l'enveloppe générale. L'augmentation générale, vous la traitez. Pour tout ce qui est individuel, dans les NAO, vous ne traitez que l'enveloppe globale. En gros, il va y avoir 2% de la masse salariale pour les augmentations individuelles. Et la manière dont cette enveloppe va être répartie en fonction des entretiens annuels notamment, n'est pas le cadre des NAO. Après, vous pouvez le faire rentrer dedans si vous le voulez et que l'employeur est d'accord, mais il peut s'en tenir à non, moi en NAO, je ne traite que l'enveloppe globale des augmentations individuelles, 1 million d'euros ou 4%, et on en reste là. Le reste ne vous regarde pas.
Après, on avait discuté avec Agnès avant de lancer le webinaire. C'est un sujet qui est capital, c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est technique. Il y a 107 participants au moment où je vous parle. Il y aura beaucoup de questions. N'hésitez pas, après le webinaire, à nous réécrire par mail, par téléphone, et nous, on vous apportera des réponses précises et adaptées à votre contexte, où on pourra approfondir certaines de vos questions. Alors, j'avais dit, on reviendrait sur le point des informations. Donc, il faut, au niveau économique et financier, disposer des informations sur la croissance de la valeur ajoutée. C'est un texte de loi aujourd'hui qui dit qu'on va réfléchir à la répartition de la valeur ajoutée. Donc, il faut que vous la connaissiez et son évolution dans le temps, mais également sa répartition entre les salariés, je vous le disais tout à l'heure, la masse salariale, l'entreprise, sa capacité d'autofinancement, les actionnaires, les dividendes et les rachats d'actions, et enfin l'État, principalement à travers les impôts. Là aussi, l'expertise du CSE sur tout ce qui est politique économique, financière ou politique sociale peut vous permettre d'avoir des billes. Mais si on se dit on veut une meilleure répartition en faveur des salariés, eh ben, il faut connaître l'enveloppe globale de la valeur ajoutée et comment elle est répartie entre, en gros, les salariés, l'entreprise et les actionnaires. Ensuite, vous avez tout ce qui est information sur l'évolution des frais de personnel, sur les aides et exonérations sur les frais de personnel, sur l'évolution de la masse salariale, notamment sur le point au milieu, l'exonération sur les frais de personnel. Il faut savoir que globalement, en quelques années, on est passé de 5-6% d'exonération ou de baisse de charge à 6-12%. Ce qui veut dire que c'est une enveloppe considérable qui a été rendue aux employeurs. Donc quand on vous dit c'est compliqué, c'est complexe, etc., ça c'est une enveloppe sur laquelle vous pouvez jouer parce que la masse salariale a notamment franchement baissé sur les charges sociales par rapport à l'intégration, entre autres, du crédit d'impôt compétitivité emploi. Et tout ce que l'employeur paie en moins de charges, c'est des ressources en plus pour l'entreprise. On va en venir au point précédent. Qu'est-ce que ça devient? On la reverse au salarié ou on la reverse à l'actionnaire. Enfin, il y a toute l'information sur les rémunérations. Et là, vous pouvez le dire, on ne va pas le faire, c'est le décret sur le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales. Il y a tout ce qui est répartition des salaires en fonction des sexes, en fonction des catégories professionnelles, avec des médianes, etc. Et vous avez toutes les informations, vous l'aurez, le lien ci-dessous dans la présentation, sur les données sur l'inflation passée et les prévisions qui sont sur le site de l'INSEE. Mais derrière, on a une petite page où on va vous récapituler ça. Alors, analyser le contexte de l'inflation. Alors, c'est là où on pourrait faire 44 pages. Nous, on va s'en tenir à ça. C'est globalement l'inflation entre 2020 et 2021, c'est 1,6%. En 2022, c'est 5,2%. En 2023, l'avant-dernière ligne ici, l'INSEE prévoit 5%. Et en 2024, il y a une baisse de l'inflation où on reviendrait à 2,6% annuel. Alors ça, il y a différents points. Le premier point, pour moi, ces chiffres-là suffisent à eux-mêmes parce que ça sert à rien d'en faire 40 pages. En dessous de 5,2% d'augmentation générale et ou individuelle en 2022, il y a une perte de pouvoir d'achat. En 2023, en dessous de 5%, il y aura une perte de pouvoir d'achat. Et en 2024, en dessous de 2,6%, il y a une perte de pouvoir d'achat. Donc l'idée, c'est que vous puissiez dire sur les 3 dernières années, combien de salariés sont au-dessus de ces 3 augmentations et combien sont en dessous. Parce qu'avec l'individuel, notamment sur les cadres, il y a des salariés qui sont au-dessus de l'inflation, donc qui ont gagné en pouvoir d'achat. Donc l'employeur va pouvoir vous dire, mais regardez, globalement, on est au-dessus, mais il faut rentrer dans le détail. Combien il y a de pourcentage de votre effectif qui est en dessous du pouvoir d'achat et en dessous de l'inflation. Et ça, c'est à vous de le quantifier. Le deuxième point, c'est que dans les négos qui débutent en ce moment, il y a beaucoup d'employeurs qui disent oui, mais ça y est, l'inflation baisse, on n'est plus au niveau d'avant. Ok, elle est 2 fois moins élevée qu'il y a 1 an ou 2, mais il y a quand même de l'inflation. On n'est pas en déflation, il n'y a pas de baisse des prix. Les prix continuent à augmenter de manière plus modérée en 2024, mais continuent à augmenter. Donc ça, attention à cet argument-là. Et puis de toute façon, les négos que vous menez aujourd'hui, c'est pour compenser l'inflation qu'il y a eu depuis le début de l'année 2023, voire celle de 2022 qui n'a pas encore été couverte. Donc l'idée, c'est de pas s'embarquer sur 2024. Les salaires que vous allez négocier pour 2024 servent juste à couvrir l'inflation qu'il y a eu en 2023. Parce que pour information, l'inflation qu'il y a là de 5% en 2023
pour l'instant, c'est les salariés qui la paient. C'est juste les augmentations de l'année prochaine qui vont permettre de compenser ça. Mais pour les salariés, il y a toujours un an de décalage et de perte de pouvoir d'achat. Donc, regardez plutôt dans le rétroviseur que regardez 2024 quand vous allez discuter avec votre employeur. À ce sujet-là, si on rentre un tout petit peu dans le détail, c'est la colonne de droite. Vous voyez qu'il y a 5,2% d'inflation en 2022, mais c'est plus élevé sur l'alimentation à 6,8%, encore plus sur les produits frais à 7,7% et encore plus sur tout ce qui est énergie à plus 23%. Ce qui veut dire qu'il y a un bon nombre de salariés pour lesquels, quand leurs dépenses concernent principalement se manger, acheter des produits frais et se chauffer, et ben pour cela, l'inflation, elle est bien au-dessus de 5,2%. Oui, nous avons justement une question d'Ali. Quel niveau d'inflation prendre en compte, nationale ou européenne? Et l'inflation, il rappelle que l'inflation des produits de base alimentaires, effectivement, est de plus de 12%. Exactement. Alors, deux bons points, nationale ou européenne. Soit on est stratégique, un peu cynique, et on va faire comme votre employeur le fait, c'est qu'on va, en fonction de nos besoins, parler de l'un ou de l'autre. Il faut savoir qu'en France, avec la couverture, le bouclier énergétique, sur 2022, on était plutôt pas mal. Avec la fin du bouclier énergétique partiellement en 2023, on va repasser un peu au-dessus de l'Europe. Mais sur les années précédentes, on était plutôt en dessous de l'Europe. Après, moi, j'aurais tendance à dire, ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat des salariés français en France. Donc, tenez-vous-en à l'inflation française. Et si vous arrivez à obtenir ce niveau-là d'augmentation générale, à mon avis, c'est déjà exceptionnel et c'est très bien. Donc, voilà. Après, si c'est 5 en France, 6 en Europe, mais que vous savez qu'obtenir 4, ça va déjà être compliqué, vous pouvez en rester à la France. Oui, et nous avons aussi une question. Sur le point, désolé Agnès de te couper, et sur le point, sur le site de l'INSEE de mémoire, vous pouvez cliquer ou décliquer sur certains éléments du panier des consommateurs français, et en effet, c'est pas négligeable d'enlever éventuellement le tabac, l'alcool, etc., et de regarder en gros, pour les personnes qui ont le moins de pouvoir d'achat, c'est quoi les principaux postes des dépenses, puis on va calculer l'inflation à ce niveau-là. Parce qu'en effet, comme on le voit dans le tableau là, si vous prenez juste la nourriture et le chauffage, on est largement au-dessus des 5%. Tu viens de répondre à la question. D'accord. Alors, pour avoir une stratégie efficace, il faut aussi définir précisément le périmètre de la négociation. Donc, en gros, le cœur, c'est quand même les salaires effectifs. Et les salaires effectifs, c'est le salaire brut par catégorie professionnelle qui inclut les primes et les avantages en nature lorsque ceux-ci résultent de l'application d'une convention ou d'un accord. Les négociations sur les salaires effectifs, dernière ligne, doit concerner la situation de l'ensemble des salariés. Les éléments de rémunération, c'est quand même... Alors, c'est là où c'est technique, mais il faut le prendre en compte parce que, 1, vous saurez si ça augmente ou pas, et 2, vous verrez les leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Il y a le salaire de base, c'est le pilier de la rémunération qui est versé tous les mois en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail. Si je fais mes 35 heures par semaine dans le mois, je toucherai toujours la même chose. Ensuite, il y a tous les compléments de salaire. Il y a des compléments légaux, les congés payés, les congés familiaux, l'indemnisation de maladie. Il y a les compléments conventionnels ou contractuels, comme des congés supplémentaires, des primes d'ancienneté, des primes de suggestion et de responsabilité et des gratifications. Et enfin, il y a des compléments conventionnels en nature, les voitures, logements de fonction, téléphone, ordinateur portable, avantages tarifaires sur les biens et services de l'entreprise, etc. Et puis, vous pouvez avoir des bonus et des primes exceptionnelles. Ensuite, autour du salaire, il y a des avantages complémentaires, c'est le cas de le dire, la complémentaire santé, la prévoyance, les titres restaurants, tout ce qui concerne le transport, et enfin l'épargne salariale, donc la participation, l'intéressement, mais aussi éventuellement le plan d'épargne de l'entreprise, l'épargne retraite supplémentaire, facultative ou obligatoire, etc. Donc tous ces éléments-là font partie des négociations sur la rémunération. Clairement, tout en haut ici, vous allez avoir le salaire de base dont on a discuté, des primes d'ancienneté et des primes fixes, comme le 13e mois et les primes vacances, qui vont constituer votre rémunération fixe. Quelles que soient vos atteintes de résultats individuels ou collectifs, ce premier étage de la fusée, vous l'aurez. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à l'activité, les primes variables individuelles, les primes variables collectives, comme les bonus sur les ventes, la productivité et les objectifs, et ensuite tout ce qui est indemnité de suggestion, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les primes de nuit,
Et ça va vous créer la rémunération d'activité. Et enfin, il y a d'autres éléments, mais que vous pouvez intégrer dans votre stratégie de négociation, qui peuvent être les tickets restaurants, les primes télétravail, les avantages en nature, les forfaits mobilité durable. C'est un nouvel élément qui est arrivé dans la loi l'année dernière. Et enfin, tout ce qui est part collective, participation, intéressement, abondement, protection sociale, subrogation pour les indemnités journalières, etc. Dans les autres éléments, on ne le note pas ici, mais c'est intéressant, il y a notamment, par exemple, les activités sociales et culturelles. Si en NAO, l'idéal, c'est quand même d'avoir une augmentation des salaires de base parce qu'on l'a tout le temps, et une fois qu'on l'a signé, on l'aura tous les ans, et il y a des cotisations sociales dessus, donc on cotise pour sa retraite, etc. Mais si là-dessus, il y a des blocages, rien n'empêche de se dire, vous filez 1% de plus sur les activités sociales et culturelles, ou 20 000 € en plus sur les activités sociales et culturelles. Ça, c'est un levier de négociation possible. Et là, ça devient très technique, mais qu'il faut savoir que du salaire de base va être chargé intégralement pour le salarié, pour l'employeur, alors que si vous négociez des activités sociales et culturelles en plus, ça coûte 100 à l'employeur et ça fait gagner 100 aux salariés. Alors, sur du salaire, ça coûte 200 à l'employeur et ça ne rapporte que 100 aux salariés. Donc, c'est pour ça que vous pouvez jouer sur ces éléments-là. Alors, maintenant, il va falloir, une fois que vous avez tous ces éléments-là, préparer vos revendications. Et dans ce cas-là, il faut définir des objectifs, et on l'a vu, donner du poids à ces revendications, ça va être le rapport de force. Donc l'objectif, c'est obtenir des engagements de la part de l'employeur sur une augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Globalement, c'est ça. Est-ce qu'on va passer que par une augmentation générale, ou est-ce qu'on va aussi essayer de jouer sur l'enveloppe d'augmentation individuelle ? Est-ce qu'on met en place un talon? Alors, l'augmentation générale, c'est, on va dire, 1% pour tout le monde. Je gagne 100, je touche 1 en plus. Je gagne 1000, je touche 10 en plus. Donc, c'est pas très égalitaire. Plus vous gagnez, plus vous bénéficiez de l'augmentation générale. En sachant que quand vous avez déjà un haut salaire, votre reste à vivre est très important parce qu'une fois que vous avez payé votre loyer et la nourriture et le chauffage, il reste pas mal. Alors que si vous êtes au SMIC, une fois que vous avez payé la nourriture, le chauffage et votre loyer, il vous reste pas beaucoup. Donc l'augmentation de 1% qui correspond sur le SMIC à 13 €, ça va pas faire beaucoup. Donc l'idée, c'est de se dire, il y a une augmentation en pourcentage, mais on va mettre un talon. Donc on donne 3% d'augmentation à tout le monde, mais avec un minimum de, par exemple, 120 € par mois par salarié. Ce qui veut dire que pour les plus bas salaires, l'augmentation, elle ne sera pas de 3%, mais de 5, 6 ou 7%. Ça, c'est un élément en période d'inflation qui est hyper intéressant, qui est hyper important et qui a été mis en place par beaucoup plus d'entreprises en 2022 et 2023 par rapport au contexte inflationniste. Ensuite, vous pouvez agir, comme on l'a vu précédemment, sur tous les périphériques de rémunération, la mutuelle, les tickets restaurants, les activités sociales et culturelles. C'est pas le cœur de la négo. Vaut mieux essayer d'avoir des augmentations générales et idéalement un talon. Mais quand là-dessus, vous avez déjà gratté au maximum, n'hésitez pas à élargir le périmètre de la négociation. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on va demander, il faut faire peser vos arguments, donc faire peser un certain rapport de force. Alors, comment nous, on définit le rapport de force? On dit que le rapport de force, c'est le moyen d'augmenter le coût d'une réponse négative de l'employeur. La formule est barbare, mais elle est hyper importante et c'est pour ça que je la conserve. Parce que globalement, quelles que soient vos négociations, quand vous demandez quelque chose à l'employeur, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que ça lui coûte de me répondre non? Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même l'impression, dans la plupart des dialogues sociaux auxquels on participe, quand l'employeur peut répondre non à vos demandes et que ça ne lui coûte rien à aucun niveau, il va se dire pourquoi je répondrais oui. Donc, il va dire circuler, il n'y a rien à voir. Donc, l'idée, c'est de, dans le rapport de force, lui dire vous pouvez répondre non, mais ça peut vous coûter cher économiquement parce qu'on va perdre de l'attractivité sur les recrutements, on va perdre de la fidélisation sur les salariés qu'on a déjà eu du mal à recruter il y a 3 ans. Ça peut être juridique. La négociation n'est pas réelle et sérieuse, vous allez perdre une partie de vos exonérations de charges sociales. Ça peut être social, il va y avoir une démotivation du personnel, il va y avoir des mouvements de contestation, il peut y avoir des grèves. Ou ça peut également correspondre à une dévalorisation de l'image de l'employeur. Vous avez des employeurs qui communiquent beaucoup sur les valeurs sociales, etc. Mais au final, si en face de ça, vous êtes capable de communiquer sur l'employeur qui dit que c'est un super employeur,
il fait baisser le pouvoir d'achat de ses salariés, et ben entre le discours social de l'employeur et la réalité, vous pourrez lui imposer un coût. Le coût peut être aussi politique, etc. Ça, que ce soit en CSE, que ce soit en négociation NAO ou autre, le rapport de force est hyper important. C'est toujours de se dire, l'employeur, je vais lui montrer qu'il peut me répondre non, mais que ça va lui coûter quelque chose. Et ça, il faut le préparer. Et puis enfin, on l'avait vu précédemment, la recherche de l'adhésion des salariés est primordiale. Il faut faire des tournées, éventuellement faites des questionnaires, des pétitions, mais il faut que vous soyez capable de dire à l'employeur, voilà ce que les salariés attendent de CNAO. Nous, on fait que passer les plats. Donc, si vous répondez positivement à leurs demandes, les salariés vont être contents. Nous, on va tout faire pour que ce soit le cas. Aidez-nous. Mais si vous répondez non, vous répondrez non aux salariés et vous allez leur faire perdre du pouvoir d'achat. Nous avons une question d'Olivier qui demande quelles sont les objections qu'on peut émettre contre des négociations uniquement par tranche salariale. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier? Ça veut dire qu'il vous dit pour les salaires de moins de 2 000 euros, c'est 4%, pour les salaires de 2 000 à 3 000 euros, c'est 3%, au-dessus, c'est à la tête du client? Je pense que c'est ça, mais Olivier nous le confirmera peut-être. Alors, moi, l'objection, c'est toujours la même chose. Faut revenir à l'analyse de la situation des salariés que vous représentez. Oui, tout à fait. Parce que si ça permet de donner plus aux salaires les moins élevés et que ça correspond à votre stratégie syndicale, c'est parfait. Si c'est pas le cas, je connais pas le cadre de ton entreprise, mais on va y revenir. On va revenir aux éléments qu'on mentionnait précédemment. Si les NAO consistent à faire que les hauts cadres ont encore plus de pouvoir d'épargner et que les salaires les plus bas ont moins les moyens de s'acheter à manger, dans le rapport de force, dans la communication que tu peux faire, c'est quand même très questionnable. On en revient à la même chose. L'employeur a le droit de le faire. Donc ça, c'est pas la question de la légalité. Il a le droit de le faire. Mais après, c'est le rapport de force. C'est comment vont réagir les salariés qui, eux, perdent du pouvoir d'achat quand on sait que tout en haut, on a de plus en plus de capacité à épargner et non plus de s'acheter à manger, puisque ça, c'est couvert à 200%. Donc, c'est dans ce rapport de force-là que tu peux factualiser ces pertes de pouvoir d'achat. Et qu'après, en retournant l'argument, si l'employeur te dit plus on va vers le haut, plus il y a d'augmentation, il faut en revenir à l'enveloppe. Dans ce cas-là, il faut dire, monsieur l'employeur, donc, vous confirmez qu'il y a une enveloppe de négociation qui est confortable sur laquelle on peut s'asseoir. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur l'enveloppe? Oui, non. Et une fois que tu as acté l'enveloppe, découpé. Nous, on est d'accord sur l'enveloppe, on passe à autre chose. C'est sur la répartition de l'enveloppe où on est moins d'accord. Et là, il va falloir prouver qu'il y a de la perte de pouvoir d'achat. Il va falloir prouver que depuis 4 ans, il y a un déséquilibre de plus en plus massif. Il faut prouver éventuellement de plus en plus de précarité chez les salariés, etc. Parce que c'est toujours la même chose. En négociation, tu vas dire les salariés sont de plus en plus pauvres. Si ton employeur te dit prouvez-le-moi et que tu n'as pas été chercher les informations, tu t'es un peu tiré une balle dans le pied en termes de négociation. Et c'est pour ça, tout le déroulé qu'on voit, c'est recueillir de l'information, l'analyser, la traiter et arriver en négociation, on va le voir juste derrière, avec des éléments très factuels qui font peser le rapport de force. Monsieur, un point de vigilance d'Ali qui dit l'employeur utilise l'enveloppe NAO pour corriger les inégalités femmes-hommes. Dans ce cas, on n'est plus dans les augmentations de salaire. Merci de donner votre conseil sur ce point. Alors, c'est malheureusement, c'est Olivier Serge, je crois, c'est très souvent le cas, c'est que toutes les études prouvent que globalement, les femmes sont moins payées que les hommes à travail égal. Alors déjà, ça tient pas la route, puisqu'à travail égal, salaire égal, et que donc, il faut compenser, et on l'a vu, tous les ans, vous devez être informé, consulté sur le plan d'action et les mesures qui sont mises en place pour compenser ces écarts. Mais en effet, si tous les ans, tu as une enveloppe de 100 et que du jour au lendemain, l'employeur te dit il faut que les femmes touchent 3 fois plus que les hommes, et ce qui est attribué à une partie de la population, c'est ce qui vient manquer à l'autre partie. Donc l'idée par rapport à ça, c'est sans doute de différencier les deux négociations, de faire vraiment une négociation, un bloc égalité femmes-hommes. Il y a un tas de lois qui existent, il y a les index qui permettent de factualiser les choses, et de ça faire une négociation à part. Et au niveau des NAO, faire vraiment une négociation au niveau de l'augmentation générale. Et là, tu parles plus des hommes et des femmes. Mais dans ce cas-là, séparer les blocs de négociation. Après, même chose, Olivier,
Pas de souci si tu souhaites nous contacter derrière pour qu'on puisse en discuter, analyser un peu plus précisément les écarts de rémunération dans l'entreprise, etc. Et le deuxième point, on parlait tout à l'heure de la répartition de la richesse, hein, c'est que quand on le voit, si vous arrivez à factualiser que dans votre entreprise, en 10 ans, eh ben, la part remise à l'actionnaire est passée de 20 à 40% et les augmentations salariales, la part est de plus en plus petite, c'est un autre levier de négociation, c'est de dire on n'en donne pas assez dans la masse salariale. Et quand vous dites on a une enveloppe fermée, donc si on augmente les femmes, on ne peut plus augmenter les hommes, c'est faux, parce que ça existe uniquement parce qu'on en donne de plus en plus en rachat d'actions, en versement de dividendes ou en rémunération de l'actionnaire. Alors, il faut préparer les demandes, il faut avoir des objectifs clairs et précis qui correspondent à l'ensemble des thématiques qu'on a retenues. On a vu, hein, on a balayé le périmètre, on va négocier sur tels éléments, tels éléments, tels éléments. Des négociations et des demandes qui doivent porter essentiellement sur des quantités, des sommes, des pourcentages des euros, des dates, dès le 1er janvier, dès le 1er juin, etc. Et pas sur des opinions, c'est bien ou c'est pas bien, il y en a toujours pour les mêmes, c'est jamais les moins riches qui ont les augmentations ou des impressions, il faut des faits et des quantités demandées très clairement. Essayer de quantifier les coûts et les gains économiques des demandes, quand on demande 3% d'augmentation générale, qu'est-ce que ça veut dire dans l'enveloppe? Parce que parfois on se rend compte que c'est pas grand-chose par rapport aux dividendes notamment. Et il peut, entre organisations syndicales, si vous êtes plusieurs à la table des négos, avoir un accord sur les thématiques. Par contre, sur chaque sujet, des appréciations différentes. Dans ce cas-là, il faut rester dans le registre du rationnel, pas dans l'émotionnel. De toute façon, avec les syndicats Y, c'est toujours la même chose. Non, il faut rester dans le rationnel. On veut garantir un maintien, voire une augmentation du pouvoir d'achat pour tous les salariés. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, au niveau du syndicat X, on demande plutôt ça. Au niveau du syndicat Y, on demande plutôt ça, etc. Et puis hiérarchiser toutes ces demandes. Mais que vous soyez en bloc face à l'employeur. Et en bloc ne veut pas dire avoir toutes les mêmes revendications. Sur tel sujet, on est tous d'accord. Sur tel sujet-là, il y a des appréciations différentes. Mais bien compartimenté pour pas que l'employeur se saisisse de ces différences pour diviser, pour mieux régner. Ensuite, on pose la revendication salariale, on prend en compte la richesse créée par l'entreprise, éventuellement les directives de la branche, bien sûr l'inflation prévue pour l'année, en prenant en compte tous les axes, justesse par rapport aux minimums sociaux ou par rapport au métier, redistribution de la richesse créée, l'équité de répartition entre les femmes et les hommes, les seniors, les juniors, etc. Et puis on intègre les orientations syndicales. On est plutôt pour du fixe, on est plutôt pour du variable, on est plutôt pour de l'augmentation générale, on est plutôt pour l'augmentation individuelle. Alors, on prépare les débats, ce qui veut dire qu'on peut choisir un coordinateur dans le cadre de la délégation de tous les syndicats. On va dire, toi, c'est toi qui, pour chaque point jugé important, ouvre la discussion. On présente rapidement les enjeux, qui va maintenir une certaine harmonie entre les différentes organisations syndicales, qui va recueillir toutes les réponses de l'employeur au fur et à mesure, qui garantit que toutes les demandes et tous les arguments qu'on a construits en préparation sont bien présentés avant de clôturer les débats, et qui fait les reformulations finales pour s'assurer des réponses de l'employeur. Si je vous ai bien compris, monsieur l'employeur, vous aussi, vous êtes d'accord pour maintenir le pouvoir d'achat à hauteur de ce qu'il était en 2022 pour l'ensemble des salariés, oui ou non? Et ça, vous l'actez. C'est un rôle qui nécessite du sang-froid et de la modération, qui sont des qualités importantes, qui ne sont pas forcément le monopole de tous les représentants syndicaux. Donc, il faut savoir s'il y a une personne qui est plus calme, plus modérée, lui peut bien convenir dans le rôle du modérateur. À chaque fois que ce modérateur va ouvrir un point à la discussion, il faut avoir préparé une enveloppe avec les différents arguments qu'on veut mettre en place et chaque demande. Et à l'appui de ça, vous avez de la documentation, l'INSEE, l'inflation, etc., des articles de loi, vous pouvez avoir des pétitions. Et idéalement, il faut que cette chemise soit visible sur le bureau du négociateur. Comme ça, l'employeur se dit, attention, en face de moi, j'ai quelqu'un qui est préparé. Quand il me sort un texte de loi, il peut me le montrer, donc je ne vais pas mentionner que mon avocat pense qu'il a tort, etc. Et il faut vraiment que ce soit très visible. Pendant les négociations, une fois qu'on a ça, le coordinateur introduit les débats, ressente les discussions et vérifie que tous les arguments qu'on a construits sont bien mis sur la table. Et les autres DS interviennent en soutien les uns des autres et on commence les interventions pour une phrase de liaison. Je suis d'accord avec X et j'ajoute en complément de ce que vient de dire Y et voilà. Et si on ajoute, et c'est du complément, il faut vraiment apporter de nouvelles informations. Parce que moi, je vois parfois des négos ou des réunions de CSE, on dit j'ajoute, mais en fait, on répète la même chose parce que comme l'argument est intéressant, on veut le répéter. Mais plus vous allez le répéter
un, plus vous allez perdre de temps, et deux, c'est comme dans votre famille, plus on vous répète un argument, plus vous vous dites, si on me le répète souvent, c'est peut-être qu'il n'est pas si solide que ça, cet argument. Donc si l'argument est massif, il se suffit à lui-même, on peut passer à autre chose. Dans le cadre des négos, on évite de poser trop de questions, sauf pour demander des compléments d'information. Mais même dans ce cas, elles ne doivent pas occuper trop de place dans la réunion. Et il faut toujours préférer l'affirmative. Nous demandons à ce que l'employeur garantisse la conservation du pouvoir d'achat à la forme interrogative. Face à l'inflation, qu'est-ce que vous comptez faire? À ce niveau-là, on dit tout de suite, et on le dit toujours, il faut non pas réfléchir à la question qu'on souhaite poser, il faut réfléchir à la réponse qu'on souhaite obtenir. Moi, syndicat, je souhaite obtenir comme réponse, oui, je garantis le pouvoir d'achat. Et donc, dans ce cas-là, la question, c'est pouvez-vous vous engager à garantir le pouvoir d'achat? Et là, il peut difficilement s'enfouir. Il répondra oui, il répondra non. Il a le droit de répondre non, mais officiellement dans la communication, tu pourras dire l'employeur s'engage à faire baisser votre pouvoir d'achat. Le souci de la forme interrogative, que comptez-vous faire? C'est que l'employeur, vous lui laissez le champ libre, il va dire « Ah, bah, vous savez bien qu'on est une entreprise hyper sociale, pour nous, la qualité de vie au travail et la rémunération des salariés est hyper importante. On s'engage à faire le maximum pour que le pouvoir des salariés soit conservé dans un délai raisonnable. » Une fois que tu as ça, tu n'as pas de date, tu n'as pas de montant, tu n'as pas de chiffre, tu n'as rien du tout. Donc, il a répondu comme il souhaitait et vous n'avez pas de réponse à votre question. Donc, vraiment, on pense d'abord à la réponse qu'on souhaite avoir et on pose la question pour faire en sorte que l'employeur ne puisse pas aller à côté et puisse éviter la question. Et enfin, une fois que tout ça s'est fait et présenté, il faut obtenir des reformulations finales pour clore la discussion et être sûr qu'il n'y aura pas de discussion possible sur l'engagement de l'employeur. Monsieur l'employeur, si je vous ai bien compris, comme il y a une inflation de 5%, votre engagement en 2023 est à travers la NAO d'offrir une augmentation générale de 5% à l'ensemble des salariés. Ou pouvons-nous conclure que votre position sera suivante sur ce point est la suivante? Une fois de plus, l'idée, c'est qu'on reformule et que l'employeur dise oui ou non. Mais une fois qu'ils disent oui, il n'y a plus de débat possible et c'est très clair sur ce qu'on veut obtenir. Et c'est ces reformulations qui figurent soit dans le PV de désaccord, soit dans l'accord des NAO. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, tout ce que vous allez demander, vous n'allez pas l'avoir forcément et ce n'est pas un signe d'échec. Par contre, il est important d'analyser et de mesurer les résultats après la négociation. 1, on mesure l'écart entre les demandes et ce qui a été obtenu. Je voulais 5%, j'ai eu 4,8%, mais je voulais une augmentation des activités sociales et culturelles, je l'ai eu. On valorise les points, notamment dans la communication par rapport aux salariés. C'est à vous d'aller dire, on a voulu défendre le pouvoir d'achat des salariés, l'employeur nous a dit il n'y aura pas plus de 2%, on a quand même eu 5,2%. Vous êtes là aussi parce que vous représentez des salariés, puis il y a des élections qui vous mettent à vos postes et à vos mandats. C'est important de communiquer là-dessus. On communique sur ce qu'il y a de positif, on valorise le syndicat, on valorise les membres du CSE, mais il faut aussi communiquer sur le négatif, dire l'employeur n'a pas accepté de prendre en compte votre pouvoir d'achat. À la question très claire, est-ce que vous garantissez le maintien du pouvoir d'achat? L'employeur a répondu non. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire peser de plus en plus le rapport de force sur l'employeur. Pas pour cette négo-là, mais peut-être que 2 mois après, vous allez négocier un accord d'intéressement et qu'à force de dire je fais tout pour baisser le pouvoir des salariés, le pouvoir d'achat des salariés, l'employeur va être un peu contraint à accepter votre point. Et enfin, on analyse la stratégie mise en œuvre pour l'améliorer. Tiens, quand j'ai parlé de la loi, il s'en fout complètement, les procès, c'est pas son problème. Par contre, quand j'ai parlé d'attractivité et de fidélisation, il s'est retourné vers la DRH et on a vu que ça allait titiller, etc. Donc, c'est à vous de voir que l'employeur, ils sont tous différents, va voir c'est quoi l'argument qui pèse sur lui. On a menacé de communiquer dans la presse sur la perte de pouvoir d'achat des salariés de l'entreprise lambda. Et si à ce moment-là, il dit ça, il en est hors de question, je ne vous laisserai pas faire, eh ben, vous savez que c'est un levier important. Donc, c'est à vous, par rapport à chaque négo, de savoir ce qui a pu influencer le choix de l'employeur. Et il faudra également, dans un dernier temps, formaliser le suivi de la mise en place de l'accord ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Ça, dans l'accord, il peut y avoir une clause de revoyure, il peut y avoir une commission qui va vérifier ce qui a été mis en place. C'est pas courant, mais c'est pas rare non plus qu'on signe 3% d'augmentation générale et qu'au final, quand on regarde dans le détail,
tout le monde ne l'a pas eu ou tout le monde ne l'a pas eu au 1er janvier, etc. C'est quand même capital, une fois qu'on a signé un accord, quel que soit cet accord, de vérifier derrière qu'on s'est battu pour obtenir quelque chose, on l'a obtenu, que ça ait réellement été mis en place. Et c'est très technique sur tout ce qui est rémunération. Donc, il faut se mettre au travail et aller chercher les éléments, ou en tout cas les demander à l'employeur pour qu'il puisse vous montrer par A plus B que les engagements, il les a bien tenus. Nous avons une question sur le procès-verbal de clôture. Est-ce que c'est pareil qu'un PV de désaccord? Alors, oui, c'est le terme qu'on emploie, c'est le terme officiel, mais c'est ce qu'on appelle le PV de désaccord. Et une autre question, est-ce que le PV de clôture peut comprendre des éléments d'accord et des éléments de désaccord? Alors non, parce que c'est un PV de clôture. Par contre, suite au PV de clôture, il y aura un engagement unilatéral de l'employeur. Après, si dans le PV de clôture, l'employeur écrit « mais de mon côté, je m'engage, non pas 5% qu'ont demandé les syndicats, mais unilatéralement à faire 2%, c'est un PV. Donc dans tous les cas, ça vaudra loi dans l'entreprise, donc il devra le respecter. Le formalisme de la loi ne l'oblige pas, mais si l'employeur et vous arrivez à faire acter des choses dans le PV, il sera obligé de le mettre en place. En gros, les engagements unilatéraux de l'employeur, c'est un PV de désaccord, c'est une note de service, c'est une déclaration CSE, etc. Tout ce qu'il dit, il y a un PV qui prouve qu'il l'a dit, et il y a un papier signé par lui qui prouve qu'il l'a dit, il a obligation de le faire. Nous avons une question de Valérie aussi qui demande « Quand nos salaires sont dans une grille, comment peut-on demander une augmentation de salaire sans se faire renvoyer à la convention collective ?» Alors, il y a deux choses. Il y a une convention collective, c'est très bien. Elle prévoit en général des classifications, des salaires minimaux et des éléments d'évolution. Mais ça, c'est le minimum. Rien n'empêche l'employeur de faire plus. Il y a un salaire minimum qui est défini en France. Rien n'empêche l'employeur de se faire payer plus que le SMIC, ce qui, a priori, est plutôt le cas pour lui. Donc, les conventions collectives, c'est des engagements, en effet, minimaux qui fixent les règles, mais rien ne vous empêche de faire plus. Très clairement, si je prends l'exemple du sanitaire, des cliniques, etc., il y a une valeur du point, il y a un nombre de points par poste, mais rien n'empêche un employeur, au-delà de ce qui a été validé par la grande fédération, de dire « moi, je rajoute un point en plus à chaque salarié. » Tout est possible. Concernant le PV de clôture ou le PV de désaccord ou d'accord, est-ce qu'il est possible de demander de rajouter les revendications en annexe de chaque syndicat? Mais je reviens sur la page, là je fais défiler très vite, mais en effet, le PV de clôture, hop, je crois que c'était là. Si au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur rend appliquées unilatéralement. Donc en effet, c'est à vous de dire, on a demandé ça au début de la négociation, on s'est arrêté sur ce point-là. Mais en effet, tu peux, soit en annexe, soit dans le corps du PV, faire figurer les demandes. Et c'est un PV, ce qui veut dire qu'il faut que vous le validiez ensemble. Donc l'employeur, c'est à lui de gérer sa part. Mais vous, entre syndicats, c'est à vous de libeller. La CGT demandait ça, était prête à descendre à ça. La CFDT était plutôt comme ça, etc. Rien ne l'empêche, en effet. Et combien de personnes peuvent peuvent accompagner le délégué syndical pour aller aux négociations? Autant que de DS. Si pour ton syndicat, il y a un DS, tu peux prendre un accompagnateur. S'il y a 4 DS, tu peux prendre 4 accompagnateurs, en sachant que les accompagnateurs sont des salariés de l'entreprise, pas nécessairement des élus. Mais ils ne bénéficient pas de la protection syndicale et ils ne sont pas soumis à la confidentialité, donc ça peut être un peu complexe. Mais si la personne qui pose la question, vous êtes 3 DS, vous pouvez avoir 3 accompagnateurs, donc notamment des élus du CSE. Et Séverine demande comment connaître les sommes versées aux actionnaires quand on est une filiale d'un grand groupe. Alors, si tu es une filiale d'un grand groupe, a priori, votre grand groupe publie ses comptes et dans la publication des comptes, tu auras toutes les sommes versées en dividendes, etc. À travers, toi, la mission de situation économique et financière de ton entreprise, tu peux l'avoir. Dans les comptes, logiquement, figurent les sommes qui sont versées. À ce niveau-là, c'est un peu technique, mais n'hésite pas, via les échanges qu'on a derrière, à prendre mon adresse mail et à me poser la question et j'essaierai de regarder
regarder dans ton groupe ce qui a été fait dernièrement. Logiquement, sur Internet, on trouve pas mal d'éléments. Nous avons une question aussi sur le forfait de mobilité durable, à quoi il correspond et s'il n'est pas légiféré par l'URSSAF. Alors si, bien sûr qu'il est légiféré par l'URSSAF, parce que il faut faire attention à ce qu'on donne. Alors est-ce que je l'ai quelque part. En gros, de plus en plus, on va prendre en compte tout ce qui est mobilité. Et de mémoire, le plafond est à 700 € et prend en compte notamment la part de l'employeur dans tout ce qui est transport en commun, qui pour info légalement est passé de 50 à 75%. On a tradition de dire que l'employeur en prend en charge la moitié, ça peut passer à 75% aujourd'hui. Et au-delà de ça, je suis en train d'ouvrir le doc. Donc frais d'abonnement au transport public exonérés de charges sociales jusqu'à 75% de l'abonnement et l'obligation est plus de 50%. Forfait mobilité durable, prise en charge des frais de déplacement en véhicule alternatif à la voiture thermique individuelle, exonération sociale et fiscale dans la limite de 700 € par an et par salarié et qui se cumule avec le frais d'abonnement public dans la limite de 800 €. Et enfin, vous avez une prime transport facultative mais qui peut avoir une exonération sociale et fiscale dans la limite de 700 € par an pour les frais d'alimentation et de 400 € par an pour les frais de carburant. Et il y a un cumul forfait mobilité durable plus prime transport exonéré dans la limite de 700 € par an. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, ces trois piliers s'ajoutent dans la limite de 700 € par an. Mais si tu touches 300 € par an parce que tu as un abonnement de métro et 200 € parce que tu as une trottinette, tu es à 500 €, tu peux encore jouer pour 200 €, par exemple, sur l'exonération, sur tout ce qui est frais d'alimentation, frais de carburant. Donc la limite, c'est de 700 € par an par salarié. Concernant les accompagnateurs dont on parlait, est-ce que la direction peut s'y opposer? Non. Désolé, j'ai pas le texte de loi sur moi. Je pourrais vous le trouver, mais non, c'est un texte de loi qui dit que chaque délégation syndicale pour un DS peut avoir un accompagnateur. Et c'est le choix de l'organisation syndicale. L'employeur n'a rien à dire. Du moment que c'est un salarié de l'entreprise. Lionel demande s'il n'y a pas de délégué syndical, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de NAO? Oui. Alors, s'il n'y a pas de délégué syndical, rien n'oblige d'en ouvrir. Le cadre de la loi, on revient à une des premières, c'était la question initiale d'Agnès. Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur engage au moins une fois par an ces choses-là. Après, s'il n'y a pas de délégué syndical, de plus en plus aujourd'hui, tu peux soit désigner des gens du CSE, soit faire voter le CSE et tu peux engager des négociations avec les membres du CSE ou exceptionnellement qu'un syndicat désigne une personne qui n'est pas déléguée syndicale pour mener une négociation au sein de l'entreprise. Pareil, n'hésite pas à revenir vers moi parce qu'il y a des seuils d'effectifs, etc. Mais de plus en plus, la loi ouvre la possibilité de négocier en dehors de la présence de délégués syndicaux. Et que l'employeur ne se serve pas de ça pour dire « Ah, désolé, j'aurais bien aimé vous augmenter, mais il n'y a pas de délégués syndicaux. » Tout est possible. Nathalie fait remarquer que les sommes versées aux actionnaires sont également disponibles dans la BDESE. Oui, exactement. Très bien vu, Nathalie. C'est un des points du décret sur tout ça. Après, la complexité par rapport à la question précédente, c'est que tu as ton entreprise qui remonte des dividendes à une autre entreprise. Cette entreprise va remonter à une autre. Et toi, ta BDESE est à l'échelle de ton entreprise, mais tu n'as pas forcément à l'échelle du groupe tout ce qui est versé à l'actionnaire final. Très bien. Je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup je vais vous remercier pour avoir été présent et fidèle à CS ce matin. Vous étiez très nombreux à nous suivre ce midi pour ce webinaire, très riche en questions, très intéressant. Merci beaucoup Xavier pour tous vos conseils pratiques, le partage de votre expertise. Et merci à tous. Donc, comme on vous l'a indiqué, le webinaire sera accessible en replay. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Tous les inscrits auront bien entendu le lien vers le replay. Vous aurez aussi le support. Il sera mis en avant sur CS ce matin. Merci à tous et bon courage. Au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Bonne journée. Merci à tous, à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à nous consulter. Je vous promets qu'on vous apportera les approfondissements et les réponses nécessaires à toutes vos questions. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.